En août 2018, au cours d'une inspection de routine, les ingénieurs de l'ADIR, la Direction interrégionale des routes, détectent une fissure inquiétante de plus d'1 mètre dans le béton d'une pile. Pour avoir une autoroute efficace, en particulier pour les poids lourds, qu'on voulait écarter du sillon rhodanien, eh bien, il faut éviter les côtes dans lesquelles les camions surconsomment du diesel. Donc il faut absolument que l'autoroute soit la plus horizontale possible et donc il faut franchir les vallées profondes du Massif central par des viaducs essentiellement. Pour faciliter ces déplacements, l'homme a construit des ponts. Au départ modestes, les ponts sont devenus des viaducs. De petits ruisseaux avec un pont de bois, les hommes ont appris à franchir des vallées entières grâce à des ouvrages d'envergure, à l'image du viaduc autoroutier. L'A75 a toujours su construire des records. Les ingénieurs et les architectes se sont lancés des défis en matière de viaduc. Situé dans le département de l'Aveyron, aux abords de Millau, le viaduc de Verrières est devenu de manière fugace la star de l'A75. À sa construction, donc au début des années 2000, c'était le viaduc le plus haut de France. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu la star de l'A75. Je trouve que c'est un des plus jolis ponts qu'on connaît. Le viaduc de Verrières détenait 2 records, le record de France de hauteur de pile, 141 mètres, et le record de France de travée lancée, 144 mètres. Et en plus, il était courbe, alors plus courbe que le viaduc de Millau, puisqu'il a un rayon de courbure de 1000 mètres. Une courbe qui épouse relativement le terrain naturel. Le fait qu'il soit en courbe met en valeur complètement sa structure, ce qui n'aurait pas du tout été le cas s'il était complètement droit. Ce pont autoroutier est un modèle de précision technique. 720 mètres de courbe à 140 mètres du sol sur une pente à 1%. Un exploit. Verrières est un pont dit poutre-caisson. La dalle en béton sur laquelle circulent les voitures, le tablier, est constitué de 39 tronçons. Alors c'est un tablier par contre qui correspond à ce que j'ai dessiné à l'avant-projet, avec un caisson en acier et des bracons en acier qui viennent porter le ourdi latéralement en forme de Z un peu, pour faire des choses un peu différentes de d'habitude. La difficulté vient du fait que chaque tronçon a une taille différente pour pouvoir épouser la courbe. Ces 39 tronçons vont être assemblés en amont, puis lancés. L'action majeure sur l'ouvrage, c'est le vent. Le problème critique, c'est pendant la construction. C'est-à-dire que pendant que le tablier avance, avant d'atteindre la pile suivante, eh bien, les efforts de vent sont très importants et risqueraient de mettre le pont en danger. On ne lance que quand on a des créneaux de vent faibles. Cette technique de tablier que l'on lance au fur et à mesure de la construction du pont va être reprise quelques années plus tard par les ingénieurs du viaduc de Millau. À la construction de l'A75, il y a eu un défi que les ingénieurs et les architectes se sont donnés de faire des ouvrages innovants, de faire des ouvrages importants, de par leur technicité. Il faut adapter l'ouvrage au site. On va pas construire un ouvrage en Bretagne de la même façon que sur la vallée de la Loire. Je répète ça depuis peut-être 30 ou 40 ans. On pourrait croire que le génie civil va dénaturer le territoire. Eh bien, je trouve que pour l'A75, ça le met en valeur au contraire. Tout ce qui a été fait sur cette autoroute a été fait pour faire quelque chose de qualité et de respecter le site et les gens. Penser l'autoroute pour ses usagers, c'est prendre en compte l'esthétique des ouvrages autant que leurs enjeux techniques. La variété des architectures proposées pour les différents viaducs font de cette autoroute un ouvrage d'art unique, à ciel ouvert et constamment changeant. À l'image du viaduc de Truyères, construit dans le seul but de pouvoir admirer depuis l'A75 son ancêtre ferroviaire, l'illustre viaduc de Garabit, construit par le grand Gustave Eiffel. Le viaduc de la Truyère, c'est un viaduc à béquilles, en béton armé. Les fondations sont au niveau à la fois des culées et au niveau des béquilles. Donc au lieu d'être des fondations horizontales, finalement, elles épousent un petit peu la paroi. Au démarrage du chantier, les ingénieurs ont fait couler des piles provisoires à la verticale pour soutenir les béquilles qui reposent sur chaque rive. Puis le tablier a été construit à partir de ces piles en béton. Une fois la jonction effectuée, elles ont été dynamitées pour ne garder que les béquilles. Pour que ça fasse quelque chose d'esthétique, que ça ressemble un peu à un cheval qui sauterait la Truyère à cet endroit-là. C'est quelque chose de plus joli que des piles toutes droites une à côté de l'autre. Mais les viaducs de l'A75 nécessitent un entretien aussi sérieux que fréquent.
Tous les ouvrages non classiques, spectaculaires, ont un contrôle annuel, une surveillance tous les 3 ans et une grosse inspection qu'on appelle inspection détaillée tous les 6 ans. Donc elle se fait à partir de moyens spécifiques de type passerelle ou nacelle négative, avec l'accès aux piles. Donc on met en place des moyens vraiment exceptionnels pour visiter l'ensemble des parties des ouvrages. Le viaduc de la Violette, très impressionnant par sa taille, est situé en Haute-Loire et a été construit pour passer au-dessus de la Violette, un petit ruisseau. Le viaduc a été classé parmi les 164 ouvrages d'art à surveiller en France. Le pont, construit en 1991, fait 564 mètres de long. La charpente en acier porte ses poutres hantées, formées de piles en béton, elles-mêmes ancrées dans le sol par des fondations profondes. C'est le rapport géotechnique qui décide du type de fondation et donc du type de pieux dont l'ouvrage a besoin. On fait des premiers sondages pour s'assurer que le sol est capable de reprendre les sollicitations amenées par le pont ou le viaduc. Les piles des viaducs, en général, reposent sur ce qu'on appelle des puits marocains. En présence de sol médiocre, la technique du puits marocain garantit la stabilité de l'ouvrage grâce à ses fondations profondes. Une foreuse perce le sol de plusieurs mètres, puis une cage métallique est installée dans le trou formé. Les ouvriers viennent ensuite couler le béton afin d'obtenir un pilier solidement amarré dans le sol. Ensuite viennent se positionner les doubles poutres qui vont soutenir le tablier, lancé d'un côté de la vallée. Ces viaducs en béton et en acier ont un talon d'Achille. Ils n'aiment pas le mélange de l'eau et du sel. Les selles de déverglaçage que l'on met sur la route pour garantir la sécurité des usagers et faire fondre la neige sur la chaussée, ça crée des pathologies au niveau des matériaux béton et acier que sont constitués ces viaducs. En août 2018, au cours d'une inspection de routine, les ingénieurs de l'ADIR, la Direction interrégionale des routes, détectent une fissure inquiétante de plus d'1 mètre dans le béton d'une pile. On aperçoit la structure en acier. Le viaduc voit passer environ 20 000 véhicules par jour, avec l'été des pointes à 70 000. 23% sont des poids lourds. Sans impacter le trafic, il faut intervenir très vite avant qu'une catastrophe ne se produise. La fissure est due à l'eau qui s'est infiltrée et à l'action du sel de déneigement des hivers passés. Donc la descente d'eau s'est rompue et au fur et à mesure, donc, les selles de déverglaçage ont progressé dans le béton, ont fait exploser les armatures et donc on a vu apparaître une grosse fissure au niveau de la culée en béton de cet ouvrage-là. À partir du moment où on rétablit la descente d'eau, il n'y a plus d'eau avec des selles de déverglaçage qui vont aller sur la fissure, donc elle ne va plus progresser. Une fois qu'on a fait ça, on vient reboucher la fissure avec du béton ou un mortier suivant la grosseur. Les travaux du viaduc de la Violette ont sécurisé le pont. Les voitures peuvent circuler à nouveau en toute sécurité. Un contrôle sera assuré tous les 3 ans. Le viaduc est souvent la meilleure solution et la plus spectaculaire pour passer d'un paysage routier à un autre. Mais parfois, le relief et les lois de la nature imposent de trouver des solutions pour fonctionner en toute sécurité. C'est le cas pour l'A75, quand ces ingénieurs ont dû trouver un aménagement pour faire franchir aux voitures et aux poids lourds les cols autoroutiers les plus hauts d'Europe. Sur la 75, il y a 3 cols situés à plus de 1100 mètres. Il y a le col de la Fajole, le col de Rocher-Blanc, qui est au nord de Saint-Chély, et le col des Issartés, qui est au sud de Saint-Chély. Le plus redouté, le col de la Fajole, 1114 mètres d'altitude. L'hiver, c'est un vrai piège. La problématique de la Fajole, c'est que c'était une voie rapide avant d'être une autoroute, d'être transformée en autoroute. Du coup, on se retrouve avec des déblais et des ramelés qui ne sont pas suffisamment importants. C'est-à-dire qu'en gros, l'autoroute se retrouve quasiment au même niveau que le terrain naturel. Et comme il y a beaucoup de vent, toute la neige qui est dans les prés, elle va sur la route. En 2006, il était tombé entre 20 et 25 cm de neige, ce qui peut paraître important mais raisonnable. Le col de la Fajole, on ne voyait plus les postes d'appel d'urgence, les numéros des postes d'appel d'urgence, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'1,80 m de neige sur l'autoroute. C'est une autoroute qui traverse un certain nombre de départements dans les montagnes avec une altitude très élevée, même si l'automobiliste ne s'en rend compte pas forcément puisque les pentes ne sont pas toujours très importantes. Ils ne s'imaginent pas que sur une autoroute, ils puissent se retrouver des fois avec des conditions climatiques qu'ils vont retrouver sur une station de ski. On va se retrouver avec 20-30 cm de neige.
On ne se rend pas compte, on passe de la mer à la montagne très rapidement. Et la particularité, c'est que plus vous montez, plus vous avez des risques de neige et de verglas. Et ils ne peuvent pas s'imaginer que voilà, il y a le point le plus haut des autoroutes de France et puis que forcément c'est la montagne et forcément la montagne il neige.